Bonsoir et bienvenue dans Ça vous parle. Ce soir, nous embarquons dans les profondeurs des fonds marins. C'est parti. Au-delà de sa terre et de son lagon, la Nouvelle-Calédonie règne sur plus d'1 million de kilomètres carrés. C'est la surface de sa zone économique exclusive. Ses contours sont connus, mais ses profondeurs beaucoup moins, puisqu'à peine 20% de ses fonds marins ont été cartographiés. Pourtant, on pense qu'ils recèlent certains métaux et minerais. L'exploitation de nos fonds marins est-elle possible ou relève-t-elle encore de la science-fiction ? On en parle avec nos invités, Martin Patria, géologue marin à l'Ifremer, qui rentre tout juste d'une expédition justement, et Lionel Loubersac, vice-président du cluster maritime et directeur de Abyssa, une entreprise d'exploration des fonds marins. En fin d'émission, changement de sujet, Chloé Yentao nous emmènera à la rencontre d'Alexandra Agazarian. Elle a créé un podcast baptisé Océanienne Inspirante, elle nous dira pourquoi. Puis avant de nous quitter, nous passerons à table avec une recette du chef Alphonse Cochet. Vous verrez que les pousses de chouchoute et de citrouille sont très faciles à cuisiner. Préparez vos carnets et vos stylos pour noter la recette d'ici une vingtaine de minutes. De la surface, notre zone économique exclusive ressemble à une vaste étendue d'eau, mais sous la surface, elle ressemble plutôt à ça. Un paysage riche de bancs, de plateaux, de bassins et de rides, et bien sûr de ces atolls et de ces récifs. Martin Patria, bonsoir. Vous êtes géologue marin à l'Ifremer et vous faites partie des gens qui ont exploré les grands fonds de notre ZEE, comme on dit. Vous êtes rentré il y a quelques jours seulement d'une expédition. Vous étiez où, justement ? Oui, bonsoir. Pas grand-chose à voir avec la ZE, puisqu'on est resté dans le lagon pour cette mission-là, qui est une mission de 3 semaines, où on a essayé de connaître, de comprendre le mode de fonctionnement du dépôt des sédiments de ce lagon et l'histoire, jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'années, l'histoire de ce lagon, comment il s'est érigé, comment la barrière de corail, notamment, s'est installée en périphérie du lagon. On a de la chance de vous recevoir sur notre plateau puisque vous reprenez l'avion dès ce soir, direction la métropole où vous êtes basé. Lionel Loubersac, vous êtes vice-président du cluster maritime, directeur de Abyssa, une entreprise dont l'activité est d'explorer les fonds marins. Comment est-ce qu'on fait pour explorer ces espaces qui vont jusqu'à 4000 mètres de profondeur, c'est ça ? Plus. La première technologie pour pour connaître les fonds, c'est d'utiliser un navire océanographique. Martin va pouvoir en parler plus que moi. Et la deuxième solution, tout du moins qui apparaît maintenant, est d'utiliser ce qu'on appelle des drones, comme on le fait avec de l'aérien. Des drones sous-marins qui sont soit autonomes et qui vont aller cartographier les fonds, soit qui sont inféodés aux navires, qu'on appelle des ROV, et qui vont là aussi acquérir de la donnée en la transmettant en temps réel. Et puis la dernière solution, c'est comme pour l'espace, c'est d'envoyer des plateformes habitées. Donc des sous-marins habités que quelques très rares pays ont la capacité à développer, dont nous faisons partie. Dont la France. Alors, puisqu'on va parler à plusieurs reprises dans cette émission de notre zone économique exclusive, on va d'abord faire les présentations avec Aurélie Chiron. La zone économique exclusive, la ZEE, est un espace maritime qui s'étend au-delà de la mer territoriale dans lequel un État côtier dispose de droits souverains et dispose de l'exclusivité d'exploitation des ressources. Grâce à la Nouvelle-Calédonie, la France détient la deuxième ZEE au monde avec 11 millions de kilomètres carrés au total. Elle s'étend de l'est de l'Australie aux îles Samoa et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée jusqu'au sud de la Nouvelle-Zélande. Cette vaste zone maritime génère la coopération avec les pays et organisations régionales du Pacifique Sud concernant le sauvetage en mer, la lutte anti-pollution, la police des pêches et le trafic de stupéfiants. Avec l'appui de l'Agence des aires marines protégées du programme Zone Éco, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie s'est lancé dans un ambitieux projet de gestion intégrée de l'espace maritime, placé sous sa compétence. Ce projet vise à mettre progressivement en place une gestion concertée de la mer de corail avec l'Australie. Voilà, ça c'est pour la partie gestion de cette immense étendue. Nous allons plonger maintenant dans ces grands fonds. Nous avons récupéré des images de l'expédition Kadadip 2 qui s'est faite à bord du navire l'Atalante en 2019. Sur ces images, nous sommes au sud-est de la Grande Terre, à plus de 1000 mètres de fond. La température est d'environ 3 degrés. Est-ce que vous pouvez nous commenter ces images, Martin ? Les images, vous les voyez, ça peut être spectaculaire de beauté, mais si vous pouvez regarder sur les côtés, voilà, comme ici, c'est très monotone, c'est très profond, c'est très noir.
c'est un défi extraordinaire parce que c'est loin du bateau et puis parce que c'est sombre et qu'il y a une pression énorme. Donc technologiquement, c'est très compliqué d'aller faire des mesures. Alors nous, on voit quelque chose, mais en vrai, c'est tout noir à cette profondeur-là. Ah oui, là, vous voyez quelque chose parce qu'il y a des énormes projecteurs qui supportent ces pressions-là. Déjà, il faut y aller. Et puis, si on éteint, on ne voit absolument plus rien. Et est-ce que ces images sont représentatives de ce qu'on trouve dans la ZEE en entier, ou ça peut être des paysages très différents d'un endroit à l'autre? Ça peut être très différent d'un endroit à l'autre et c'est souvent très monotone, c'est-à-dire très gris avec un petit peu de sédiments et quelques organismes vivants un petit peu dispersés, et ou des cas comme ça où tout d'un coup ça devient il y a une prolifération de la vie et c'est spectaculaire et merveilleux à voir. Lionel, vous avez déjà eu l'occasion de voir ces images en vrai? Alors ces images en vrai, là je les vois, mais je ne les ai pas vues en vrai, puisque je n'ai jamais eu la chance de plonger avec ce que j'ai dit tout à l'heure, avec un véhicule habité. Par contre, ce qui est très important, c'est quelque chose qui est de relativement récent. Martin a dit, on est dans le noir, et il y a encore peu de temps, on pensait que dans le noir, il n'y avait pas de vie. Et justement, on a de la vie. Et cette vie, elle est extraordinaire. Elle est effectivement par endroits complètement monotone et par endroits par des concentrations. Mais surtout, c'est une vie dont on est nous-mêmes les descendants. Parce que cette vie-là, c'est le départ de la vie sur la Terre. Ça s'est fait dans les profondeurs. Et ça ne se sait pas. Et c'est très important. Alors, je pourrais insister là-dessus, mais je dirais juste qu'on a 2 signes de cette vie que nous portons en nous. C'est notre plasma sanguin et c'est le liquide amniotique qui fait que nous vivons pendant nos 9 premiers mois. Et ces liquides-là, c'est exactement la composition de l'eau de mer. C'est quand même assez frappant. Donc là, on voit des oursins, des étoiles de mer. On connaît cette faune sous-marine à ces profondeurs-là? On voit qu'il y a des échantillons qui sont prélevés sur les images. Pour ce que je sais de la Nouvelle-Calédonie, en dessous de 500 mètres de fond, depuis qu'il y a des campagnes, une espèce sur 2 découverte n'a pas été décrite. Ça donne une idée de la richesse qui existe dans nos fonds et dans tous les fonds du Pacifique, et dans tous les fonds de la mer mondiale d'ailleurs, enfin de l'océan mondial. Ça veut dire, Martin, que quand vous avez plongé dans ces profondeurs, vous avez forcément découvert des espèces que personne n'avait vues? On peut le traduire comme ça? Oui, bon, moi c'est pas du tout ma spécialité, mais dans tous les échantillons qu'on a recueillis lors de cette campagne, il y en a forcément qui seront nouvelles, qui seront des espèces nouvelles, quoi. Donc oui, c'est assez fascinant. C'est un certain frisson, j'imagine, quand on ouais, quand mais, on y pour moi, c'était vraiment de l'émerveillement de voir toutes ces espèces avec cette clarté de l'eau, parce qu'il n'y a plus grand-chose. Donc c'est vraiment un spectacle. Et on rappelle la profondeur maximale de notre zone économique exclusive. Je ne sais pas où ça se trouve d'ailleurs, cette profondeur maximale. La profondeur maximale de notre zone économique exclusive se trouve dans la fosse qui nous sépare de Vanuatu, qu'on appelle encore fosse des Nouvelles Hébrides en géographie. On sait qu'on a atteint 7300 mètres. D'ailleurs, 7300 Martin est témoin de ceci. C'est pas pour autant qu'on connaît la plus profonde de ces profondeurs. Elle est au minimum de 7003, peut-être plus. Ce que je peux dire simplement, c'est que bon, les très grandes fosses où Marianne dépasse les 10 km de profondeur, les 10 000 mètres, mais nous, on a plus de 7 km de profondeur. Et on est l'endroit le plus profond de toute la zone économique exclusive nationale. Les 11 millions de kilomètres carrés, le plus profond, il est en Nouvelle-Calédonie. Alors effectivement, on ne connaît pas encore tous les secrets de notre zone économique exclusive, mais on suppose qu'elle pourrait abriter certains minéraux et métaux. Aujourd'hui, la ressource la plus connue de nos fonds, ce sont les encroûtements. Explication avec Olivier Monge, le chef du service géologie à la DIMAC. Les fonds sous-marins ont la capacité, quand il y a un faible taux de sédimentation, d'accumuler ce qu'on appelle une croûte et qui est un enrichissement progressif très très lent, quelques millimètres par million d'années en métaux. Et donc une croûte comme celle-là contient essentiellement du fer et du manganèse, mais aussi tout un cortège de métaux qui peuvent être stratégiques, donc du nickel, surtout du cobalt, du cuivre, ce genre de choses. Donc c'est la ressource qui est la mieux étudiée pour le moment, puisqu'on a eu un travail d'analyse un peu exhaustif sur la centaine d'échantillons qui ont pu être prélevés depuis une 50aine d'années sur les fonds marins. 100 échantillons sur l'étendue immense de notre zone économique exclusive, c'est très très peu. Ça représente l'équivalent de 1 à 2 échantillons pour la Grande Terre. Donc on voit que c'est difficile de baser toute une stratégie pour le moment là-dessus et qu'on a besoin d'améliorer les connaissances.
Alors les encroûtements, c'est ce qu'on connaît le mieux, même si on ne les connaît pas si bien que ça finalement. Est-ce qu'on a d'autres hypothèses sur d'autres types de ressources dans notre sous-sol marin ? Nous, on n'aborde pas vraiment les choses comme ça. C'est-à-dire qu'on en est tellement tôt dans la découverte de ces fonds marins qu'on est plutôt dans l'exploration au sens naturaliste du terme. C'est-à-dire qu'on découvre les choses, on va voir, et puis oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Et c'est pas un inventaire pour essayer de connaître les richesses au sens économique, mais pour connaître la diversité plutôt. Et cette diversité, on s'aperçoit que celle de la ZE, elle est vraiment énorme. C'est-à-dire que la Nouvelle-Calédonie, c'est vraiment exceptionnel. Ces fonds sont vraiment exceptionnels. Il y a une diversité d'environnement géologique qui est vraiment exceptionnel. Donc c'est ça qui est le cœur de notre métier, c'est pas d'aller chercher des ressources. Donc effectivement, là, les ressources minérales, ces encroûtements, on en a vu. C'est un petit peu la richesse la plus visible, mais c'est pas du tout quelque chose qu'on envisage aujourd'hui comme une ressource économique. C'est-à-dire que personne dans le monde ne sait aller exploiter ces ressources. Et dans la Nouvelle-Calédonie, on en sait encore moins et on ne sait même pas si elles sont suffisamment enrichies. Donc faut bien retenir ça, c'est qu'on en est encore que à la cartographie, à la découverte. Donc il n'y a pas encore de menace vraiment. Je comprends que les gens soient un peu effrayés, mais on est vraiment des naturalistes qui allons essayer de voir ce qui se passe dans ces fonds marins. Alors on en parle aussi parce qu'il y a des endroits sur le globe où la question est quasiment d'actualité, d'aller explorer pour exploiter, notamment au niveau des nodules polymétalliques. Il y a des entreprises qui sont déjà quasiment prêtes, qui arrivent aujourd'hui à les faire remonter à la surface. Est-ce que, j'imagine évidemment, vous, de par vos métiers naturalistes, c'est pas votre vocation, mais ces nodules, qu'est-ce que c'est ? Parce qu'on en entend parler régulièrement. Alors je suis d'accord avec ce que Martin exprime. Les gisements minéraux, que ce soit des encroûtements, des nodules ou encore des amas sulfurés, on sait que ça existe. On sait que ça existe, mais on ne les a pas caractérisés comme il le faut. Et de toute manière, il y a quelque chose qu'on ne sait pas. C'est que si par hasard on veut exploiter, j'aime pas ce mot exploiter, l'exploitation ça a un impact. Et l'impact, on ne le connaît pas. On ne sait pas à l'heure actuelle le mesurer. Alors, je reviens sur ce que Martin a dit. Nous avons en Nouvelle-Calédonie une ZE exceptionnelle en termes de diversité. On a dans le million, c'est 1 400 000 km² qui est celui de cette ZE. On a à peu près tous les faciès géologiques imaginables dans une concentration. Donc ça, c'est formidable. En plus, on le sait, on est sur un continent englouti et qu'on partage avec la Nouvelle-Zélande et Norfolk. On est la partie émergée de ce... Bon. Donc tout ça, il faut qu'on le comprenne, il faut qu'on en ait la bonne histoire, et en sachant qu'en même temps, justement, avec des topographies, avec des faciès extrêmement différents, la vie est venue se fixer, se développer par endroits, par concentration. Et ça, vous en avez quelques images ici, on ne le connaît pas suffisamment. Donc c'est parce qu'on connaîtra qu'on pourra, plus tard, décider. C'est connaître, et c'est ce que notre ami du SGNC a su nous dire, il faut commencer par connaître. Mais pour connaître, il faut aller voir. Donc c'est très important d'aller voir, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si on n'était pas descendu dans le noir, on n'aurait jamais su qu'il y avait de la vie. Mais on n'aurait jamais su non plus que cette vie, dont on est les héritiers, a compris quelque chose et a fabriqué quelque chose, c'est qu'elle s'est libérée de la photosynthèse, ce qu'on a l'habitude, nous, avec de la lumière, pour imaginer d'autres technologies qui sont de la chimiosynthèse. Et avec la chimiosynthèse, on est en train, en médecine, en génomique, etc., de découvrir un tas de choses grâce à cette vie profonde pour le bien humain. C'est pour ça que de ne pas aller regarder et se fermer les yeux, c'est dangereux. Par contre, aller voir pour une idée d'exploitation à court terme, c'est pas ce qui doit être envisagé. Alors pourtant, dans son plan d'investissement France 2030, dévoilé en octobre dernier, Emmanuel Macron a fait de l'exploration des fonds marins l'une de ses priorités, en disant, je cite, « Cette exploration est un levier extraordinaire de compréhension du vivant et d'accès à certains métaux rares. » Alors, on a quand même un peu l'impression que c'est l'une des priorités. Est-ce que ça vous fait peur, ce genre de programme ?
Ça ne me fait pas peur si les ambitions affichées sont bien sincères, c'est-à-dire que si toutes les précautions sont prises, que des essais sont faits sur des toutes petites surfaces où on contrôle bien ce qui se passe. Et moi, je crois avoir compris que c'était ça les prochaines étapes dans ces prochaines années, c'est de comprendre un petit peu quels pourraient être les impacts d'une exploitation. Si les choses sont faites comme ça, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? C'est-à-dire retrouver des ressources et le faire en connaissance de cause, en sachant vraiment les conséquences. Maintenant, encore une fois, la Nouvelle-Calédonie, on n'en est vraiment pas là. Quand vous avez parlé des nodules, les zones qui sont envisagées, c'est des zones assez petites qui sont connu que la France explore, cartographie, regarde depuis très longtemps. Et petit à petit, c'est plutôt dans le Pacifique central, à l'altitude de l'île Clipperton, donc vraiment très au large, en plein milieu du Pacifique. Et c'est des zones sur lesquelles petit à petit on resserre les choses pour essayer de comprendre vraiment sur une petite surface qu'est-ce qui se passe, où sont mais ça demande un travail qui est énorme que la France porte depuis, je ne sais pas, 20 ans peut-être. En plus que ça. Alors peut-être pour expliquer à nos téléspectateurs, les nodules, ce sont des petites boules avec des métaux à l'intérieur. C'est ça, c'est de la taille d'une grosse pomme de terre. C'est une concrétion dans laquelle on retrouve des minerais, des métaux qui sont nécessaires aux technologies de demain. Alors justement, puisqu'on parle de protéger, pour encadrer tout cela, une organisation qui dépend de l'ONU a été mise sur pied, c'est l'Autorité internationale des fonds marins. Elle a délivré une trentaine de permis d'exploration jusqu'à présent. La France en possède 2 qui sont appliqués par l'Ifremer. Ça fonctionne comment? Alors peut-être Martin plutôt sur ces permis. Donc c'est des permis qui sont donnés à un État déjà pour faire une exploration et rendre des comptes tous les je ne sais pas combien de temps. Il doit rendre 5 ans à peu près. C'est-à-dire que l'État, l'entreprise qui s'occupe de ces permis doit conduire un certain nombre de travaux. Il s'engage à conduire un certain nombre de travaux, donc à opérer un certain nombre de campagnes océanographiques et petit à petit à préciser un petit peu quelles sont ses intentions. Et au bout d'un certain temps, il peut se retirer ou redemander un permis qui d'abord est un permis d'études, qui est un permis de cartographie et qui est encore loin du permis d'exploitation. Celui-là serait vraiment le permis qui permettrait d'extraire des minéraux. Alors ça, c'est pour le cadre à l'international. Chez nous, ce serait le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui serait compétent pour adopter un code minier sous-marin. Pour l'instant, rien n'a été fait en ce sens. Et si des permis, un jour, d'exploitation devraient être accordés, il relèverait plutôt des compétences provinciales. Est-ce que c'est des sujets qui sont abordés via le cluster maritime avec les autorités ou on n'en est vraiment pas encore là? Bon, je ne veux pas compliquer le système parce qu'il est déjà très compliqué. On a parlé de l'Agence internationale des fonds marins. Elle se préoccupe en priorité des eaux internationales, c'est-à-dire de ce qui se trouve à l'extérieur des ZEE, qui sont de responsabilité des États ou des territoires. Ensuite, nous sommes un territoire tout à fait particulier, puisque en Nouvelle-Calédonie, le gouvernement a la responsabilité sur la ZEE, donc la zone qui va... Alors c'est jusqu'aux 200 000 nautiques, 300 et quelques kilomètres, presque 400 kilomètres à partir du trait de côte. Mais les provinces ont la responsabilité sur ce qu'on appelle les eaux territoriales. Les 12 000 nautiques, les 20 kilomètres qui sont proches des côtes. Est-ce qu'il y a des échanges là-dessus pour l'instant? C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit d'une chose, c'est que la cohérence, la mer, elle est continue, il n'y en a qu'une. Là, on l'a découpé administrativement parlant selon des critères qui sont des critères humains, mais qui ne sont pas les critères de la nature. Donc, ce qu'il faut savoir, et moi, c'est ce que le cluster essaie d'expliquer aux provinces, c'est que les provinces, elles ont compris qu'elles ont la responsabilité des lagons, mais elles ont oublié une chose, c'est que la province Nord, la province Sud ou la province des îles a une responsabilité sur des fonds qui descendent jusqu'à plus de 3000 mètres. Et ça, bon... Et après, c'est le gouvernement qui en aurait la responsabilité avec l'État en même temps, puisque c'est partagé. Donc ce qu'il faut, c'est remettre tout ça d'aplomb, parce que la responsabilité économique, ce sont effectivement les provinces, mais la responsabilité économique du développement ou de la préservation de la ZEE et des zones profondes au-delà du récif, c'est les provinces et le gouvernement qui doivent s'entendre. Donc ce sera un chantier ouvert rapidement. C'est un chantier pays. Okay. Et ça, c'est pas évident. Enfin, c'est quand même un problème qui reste théorique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas encore de problème associé. On n'a pas vraiment besoin. Il n'y a pas forcément besoin d'un code minier sous-marin immédiatement. Non, aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a pas de demande, il n'y a pas de. Ok.
Il faut connaître. Merci. Merci pour ces échanges, messieurs. On va passer à un tout autre sujet avec la chronique de Chloé. Elle est allée à la rencontre d'Alexandra Agazarian, l'auteure d'un podcast intitulé Océanienne inspirante. Rencontre. Salut Alex. Salut, bonjour, bienvenue chez moi. Merci beaucoup. Alors oui, c'est chez toi que tu enregistres ton podcast. J'enregistre chez moi, à la maison. Mes invités me dévoilent un petit peu leur intimité, donc je leur dévoile la mienne. Venez, vous êtes les bienvenus aussi. Donc c'est ici où j'enregistre, sur la table. Mes invités s'installent où elles veulent, sur le canapé ou sur la chaise. Océanienne inspirante, c'est un podcast qui met en avant et en lumière les femmes océaniennes au sens large, c'est-à-dire qui sont originaires d'Océanie ou qui vivent en Océanie depuis longtemps. Nouvelle-Calédonie, mais aussi j'aimerais étendre vraiment sur toute l'Océanie, d'où le nom, et ça explique un petit peu leur parcours de vie personnel et professionnel. L'invité arrive, c'est donc enregistré chez moi. On s'installe avec un petit thé, une petite boisson. Et là, on est parti pour tout l'enregistrement, sans interruption, sans coupure. Je suis en Calédonie depuis 2015 et j'ai rencontré beaucoup de femmes que j'ai trouvées très inspirantes. C'est aussi pour ça que je voulais les mettre en lumière. L'idée, c'est aussi de montrer que à l'heure actuelle, l'espérance de vie, elle est assez longue. Et du coup, on n'a pas une vie, on en a de multiples. Et on peut faire plein de choses. Et il faut surtout oser. Et c'est ça le plus important dans la vie. Oser se lancer, oser voyager. Oser essayer ses passions. C'est ce que je trouve qui est bien avec mes invités, c'est qu'elles osent aussi, elles essayent, on se trompe, c'est comme ça qu'on apprend. J'ai eu plusieurs belles expériences. Et puis, à un moment donné, oui, le pays te rappelle. De toute façon, au départ, tu pars. Tu sais que tu pars pour revenir, pour aller chercher ces fameux diplômes qui vont te donner accès à. Bon, mon père me disait, oui, tu pars, mais je veux que tu sois fonctionnaire. Hein. Je voulais aussi en profiter pour mettre en avant les différences de culture, de coutumes, de mixité que je trouve qui est très prononcée en Océanie et souvent ce côté, alors comme on dit d'autant plus en Calédonie, vivre ensemble, je trouve que c'est pas toujours évident, qu'on ne sait pas forcément les choses. Ma famille m'a toujours soutenue dans mon choix et dans ce que je faisais. Le seul que j'avais honte, c'était mon tonton maternel, parce qu'une fois, je l'avais appelé du bureau, mais il ne savait pas que j'étais agent. Lui, il me connaît en tant qu'agent de prévention santé. Et il n'avait pas compté le côté sexuel. Pas compté ça. Du coup, il me rappelle, moi, je fais comité pour la promotion de la santé sexuelle, bonjour. Et je le reconnais au téléphone. Puis lui me dit ah non, je me suis trompée. J'ai beaucoup de femmes en fait qui m'inspirent. Les peintres, j'ai une grande passion pour la peinture, pour les artistes pendant très longtemps. Mais j'ai aussi des amies ici qui m'impressionnent, qui sont chercheuses, des personnes qui vont faire des métiers un peu fous. C'est les rencontres en fait, en général, c'est pareil, une dame que j'ai rencontrée qui a son auberge avec son mari à UVA, c'est la femme qui va au champ, j'ai travaillé pour les pêcheurs côtiers lagonaires et quand je vois, c'est des sœurs qui vont aller pêcher le crabe ensemble, il y en a beaucoup et j'espère réussir à vous les faire découvrir au fur et à mesure dans les podcasts. Allez, avant de se quitter, on va revenir du côté de la mer avec une recette facile à cuisiner d'Alphonse Cottier. Le chef du Txelenerao va nous montrer comment cuisiner le marlin avec des feuilles de citrouille et chouchoute, direction les cuisines. Aujourd'hui, je vais vous présenter les pousses de chouchoute et les pousses de citrouille. Alors ça, vraiment pas besoin de couper. Ou si on veut couper, il n'y a pas de souci. Mais ça, juste sauter au lait de coco, ça passe aussi. Couper grossièrement quand c'est pas besoin de... Avec le marlin, en fait, c'est un poisson qui est chargé en mercure. Et donc, en fait, on le conseille de manger de temps en temps, pas tout le temps.
Là, je vais cuire 10 minutes à peu près. Voilà, bon appétit si vous êtes à table. Merci messieurs d'être venus partager vos connaissances autour de cette table. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. L'émission sera prochainement disponible en replay sur notre site caledonia.nc. Bonne soirée.